Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonjour à vous, bonjour à tous. Je suis Élisée Yonta, analyste financier et économiste. Je vous remercie de suivre cette vidéo qui s'intitule Raffinerie modulable au Niger avec un complexe pétrochimique. Quel impact sur l'économie? Raffinerie modulable au Niger avec un complexe pétrochimique. Quel impact sur l'économie du Niger? Voilà. Je vous prie de vous abonner à notre chaîne, de mettre un like sur la vidéo afin de nous encourager pour que YouTube la recommande au maximum de personnes possible, mais également de souscrire à notre membership et devenir membre de notre chaîne. Voilà, ça permet de nous encourager et de développer la chaîne. J'ai fait cette présentation à la demande de nos frères du Niger qui sont vraiment des personnes charmantes et j'en ai connu tout au long de ma carrière quand j'étais étudiant en France. J'ai eu beaucoup d'amis nigériens, mais je ne veux pas citer leur nom, vu le contexte sécuritaire dans le pays, et c'est des personnes qui occupent des hautes responsabilités aujourd'hui. Donc, je fais cette vidéo pour pouvoir répondre aux multiples questions que nos frères du Niger ont posées en disant, bah oui, vous avez expliqué à quoi c'est qu'une raffinerie modulaire avec un complet de pétrochimie, mais comment est-ce que ça va permettre de développer le Niger? Je dirais comment est-ce que ça va permettre au Niger d'acquérir une base industrielle? Comment est-ce que ça va être le point de départ de l'industrialisation du Niger? Donc, je vais essayer de vous expliquer ça en français facile. Hein, je ne vais pas utiliser les termes techniques pour que le plus grand nombre de personnes puissent comprendre. Voilà. La raffinerie que le Niger va construire est une raffinerie qui sera la base industrielle du Niger. Pourquoi? D'abord, c'est une raffinerie modulaire parce que la technologie qu'ils ont acquis auprès des Canadiens, les Canadiens savent bien faire ça. Je rappelle que l'un des objectifs pourquoi le président Trump dit que oui, voilà, il faut qu'il y ait une fusion entre le Canada et les États-Unis, c'est parce que quand vous prenez l'État de l'Alberta au Canada, ils ont plus de pétrole que l'Amérique. Rien que l'État de l'Alberta, donc on ne va pas chercher dans d'autres endroits où il y a le pétrole partout. Rien qu'ils ont plus de pétrole. Donc, pour connaître les affaires de pétrole, de construction de raffinerie, les Canadiens sont très bien placés. Zimmer Group. On a perdu trop de temps avec les Français qui nous ont bassinés avec des histoires. Les Canadiens sont des partenaires sûrs, on peut faire des choses intéressantes avec eux. La première chose. Deuxième chose, c'est une raffinerie modulaire. Modulaire, ça veut dire que le Niger, si par exemple le Niger construisait une raffinerie de 1 million de mètres cubes à raffiner par jour et que ses capacités d'exploration et de production ne sont pas de 1 million de mètres cubes, ça il va falloir qu'il importe du brut pour pouvoir faire que la raffinerie tourne à plein régime, c'est-à-dire à 100% de ses capacités. Soit il va falloir qu'il augmente ses capacités d'exploration-production qui nécessitent encore beaucoup d'argent, etc. Or, le Niger ayant déjà une raffinerie et faisant l'exploration de 100 000 barils par jour, je crois, s'ils ajoutent que peut-être la raffinerie qui est installée au Niger en ce moment tourne à 30 000 barils par jour, si on construit une raffinerie modulaire de 30 000 barils, d'abord le Niger passe à 60 000 barils qui sont destinés aux raffineries sur son territoire, ce qui est une bonne chose, parce que ça réduit sa dépendance au marché extérieur. Pourquoi avons-nous passé le temps à produire pour aller à l'extérieur, pour des biens que nous produisons chez nous, pour aller écouler à l'extérieur, alors qu'il y a une pénurie de ces biens sur notre territoire? C'est-à-dire que des choses comme le carburant, par exemple. Vous voyez l'Algérie, hein, j'ai parlé tout à l'heure, j'ai oublié de mentionner ça. L'un des pays où le carburant coûte le moins cher au monde, c'est l'Algérie. Je crois, j'ai posté ça sur mon mur Facebook. Vous pouvez regarder, vous avez 5 pays, je crois. Il y a l'Algérie, il y a l'Iran, il y a le Venezuela, il y a l'Irak, et puis il y a, j'ai oublié le cinquième pays, je crois. Hein, c'est les pays où le carburant coûte extrêmement moins cher, parce qu'ils ont le pétrole. Donc l'Arabie Saoudite, je crois aussi. Donc ils ont le pétrole, donc le carburant coûte extrêmement moins cher. 0,03 $. Vous pouvez même faire les calculs. C'est de l'ordre de 50 francs. Je crois même pas que ça dépasse 100 francs CFA. Donc, le Niger conçu dans la raffinerie, comme je dis, il va utiliser probablement 60 ou 2 tiers du pétrole brut dont il fait l'exploration-production. Ce qui va réduire sa dépendance éventuelle au chantage ou à tout ce que vous voulez, etc. Il va très facilement écouler la capacité, les 40%
le brut qu'il explore, ça va être écoulé facilement puisque les 2 tiers sont déjà raffinés, seront déjà raffinés sur le territoire du Niger. Ça, c'est important. Deuxième chose, la raffinerie modulaire, ça veut dire que on ajuste le potentiel pour la capacité de production de la raffinerie en fonction de l'évolution de la demande. Dans un premier temps, on peut produire pour vendre sur le marché domestique du Niger, mais vous voyez très rapidement que le Niger va devoir satisfaire le Tchad, va devoir satisfaire le Burkina Faso, va devoir satisfaire le Mali, va devoir satisfaire même la Guinée-Conakry, va devoir satisfaire le Ghana, va devoir satisfaire même probablement le Soudan aussi, parce que les choses se mettent en place. Vous avez vu la visite du président du Soudan au Mali, c'est une coopération, les choses se mettent en place. Je vous jure, le Sahel, vous le verrez, ça changera dans 10 ans. Ceux qui sont férus de lecture peuvent aller sur Brookings Edu. Brookings Edu, c'est un think tank basé à Washington. Vous allez voir plein de travaux là qui ont été faits par des Africains, qui ont accès à beaucoup de travaux ici. Et on voit la stratégie de ce qui va se passer dans le Sahel se dessiner ici. On voit les capitaux que les États-Unis vont mettre. Quand le calme va revenir dans le Sahel, je suis persuadé que les gouvernements des pays du Sahel vont faire un gros lobbying ici à Washington pour débloquer les capitaux pour certaines infrastructures vraiment structurantes, comme on dit, big scale infrastructure. Donc, dans ce contexte, le Niger est appelé à, comme on dit, energy supply. Ça veut dire à être le fournisseur de produits raffinés de beaucoup de pays dans la zone. J'entends par là d'abord les pays de l'AES, les pays qui vont postuler à l'entrée dans l'AES, comme le Tchad, j'en suis persuadé. Donnez-nous un peu de temps, 4-5 ans, vous verrez. Des pays comme la Guinée et même des pays comme le Soudan. Donc, les capacités seront ajustables. Ça veut dire que si la demande, par exemple, va de la raffinerie avec complexe pétrochimique, passe à 60 000 barils, ils vont doubler, ils vont ajuster la capacité de production pour que, comme c'est modulaire, pour que ça augmente de taille et ça va permettre peut-être de raffiner les 60 000 et la décision sera peut-être plus de dire, bon, voilà, 100 000 barils, c'est raffiné totalement sur notre pays. Il faudrait que nous passions notre production d'exploration de brut à 200 000 barils par jour. Comme ça, 100 000 pourront être exportés, 100 000 pourront localement. C'est une bonne chose. Parce que, bon, je ne vais pas vous fatiguer avec les concepts. On dit que les exportations se font au coût marginal. Ça veut dire que vous produisez d'abord pour votre pays et c'est le surplus de production qui découle de la demande, parfois extérieure, que vous exportez maintenant. Ça vous permet d'avoir une base. Au cas où les coûts changent sur les marchés internationaux ou subissent une dépréciation, vous avez la possibilité d'augmenter vos stocks en attendant que la fluctuation des prix varie. Donc, c'est l'outil industriel le mieux adapté pour la production énergétique au Niger. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est une raffinerie avec complexe pétrochimique. Ça veut dire que ça va d'abord raffiner les produits qu'on utilise couramment au Niger, le carburant, le carburant, les produits qu'on utilise couramment au Niger, le carburant, le super, le gazoil, le pétrole lampant, etc., le gaz domestique, etc., etc. Mais en plus de ça, cette raffinerie peut aller dans ce qu'on appelle le GPL, le gaz de pétrole liquéfié. D'ailleurs, c'est ce que j'ai toujours dit. Quand vous voyez en mer, par exemple, nous brûlons, c'est-à-dire qu'il y a un surplus de pétrole parfois que nous brûlons en mer. C'est ce qu'on appelle les torches. Quand vous voyez en mer, dans tous les pays africains, là, sur les plateformes, vous voyez un pétrole qui brûle. Logiquement, vous ne voyez pas ça, par exemple, aux États-Unis. Quand vous allez dans le Texas, vous ne voyez pas comment est-ce que le pétrole torche est brûlé. Pourquoi? Parce que ce pétrole torche est récupéré. Il est récupéré sous forme de gaz, de pétrole liquéfié, ce qu'on appelle le GPL. Et moi, j'ai souvent pensé, par exemple, pour des pays comme les pays du Sahel, qui n'avaient pas, qui auront certainement des débouchés avec la ligne de chemin de fer qui va arriver, peut-être dans une décennie, mais qui n'ont pas de débouchés pour l'instant direct sur la mer, qui utilisent beaucoup les camions. En construisant une raffinerie comme celle-là, ils ne vont pas jeter le pétrole torche, qui a même pour conséquence d'augmenter la température, parce que ça génère le gaz à effet de serre. Ils vont récupérer ce pétrole torche pour produire ce qu'on appelle du GPL. Et en produisant ce qu'on appelle du GPL, le GPL, ça revient extrêmement moins cher. Extrêmement moins cher. Qui fait que si l'État décide, par exemple, de ne pas mettre trop de taxes,
la consommation d'un camion, il suffit qu'on modifie le moteur et le réservoir en GPL, ça peut faire 100 francs le litre. Hein. Donc, ça veut dire que là où un camion remplit, c'est-à-dire que ça, c'est des choses qui peuvent revenir à 25 francs. Si l'État décide de mettre 175 francs de taxes, ça fera 200 francs, par exemple. Donc, ça veut dire que au lieu de remplir le litre le réservoir à 500 francs, par exemple, s'il dit je veux consommer 100 litres, à 500 francs en ce moment, le carburant super, ça va revenir à 50 000. Et s'il décide d'utiliser le GPS, ça va revenir à 20 000. Donc, vous voyez que l'argent qu'on utilisait pour remplir le réservoir en carburant, je dis ça, c'est pour les transports longue distance, les camions, les bus. À partir du moment où ça permet de baisser sensiblement le prix, c'est ce qui se fait ici aux États-Unis. Quand vous allez à la pompe aux États-Unis ici, où les camions consomment, donc les camions ne consomment pas dans les pompes, dans les endroits ordinaires. Donc, quand vous allez dans les entreprises de transport, vous voyez les camions, les réservoirs, c'est les réservoirs GPL. Et quand ils consomment sur place, c'est des sortes de pistolets qui ne sont pas les mêmes que ceux que nous utilisons pour mettre le carburant dans la voiture. Donc, quand ils mettent là, ça remplit très vite. Et dans certains endroits, vous avez le comparatif de prix. Vous voyez, s'ils remplissaient normalement, ça aurait fait 1600 $, mais en utilisant le GPL, vous voyez qu'en remplissant, il a fait ça à 500 $. Donc, l'économie, ça met l'économie sur la facture, 1100 $ et ça dit let's save and protect the environment. Donc là aussi, c'est un progrès technologique formidable qui aura des conséquences sur le transport longue distance. Transport par bus, transport par camion, dans la perspective d'une zone économique qu'on va appeler l'alliance ou la confédération de l'alliance des États du Sahel, où il faudra transporter les marchandises du Niger pour aller jusqu'en Guinée, il faudra transporter les marchandises de la Guinée pour aller jusqu'au Tchad et voire au Soudan. Donc, la perspective de la production du GPL, c'est une perspective qui augure du fait qu'on aura une maîtrise des coûts du transport par camion. C'est important. Mais également même du transport par navigation fluviale. Vous avez vu que le capitaine Ibrahim Traoré était à l'inauguration, à l'investiture de John Dramani. Et Dramani a dit, on tourne la page et nous allons désormais travailler pour que nous soyons ensemble. Et travailler pour que nous soyons ensemble, ceux qui connaissent bien les cartes voient qu'il y a une possibilité de navigation fluviale de la mer au Ghana et remonter pour que le Burkina ait un port sec qui soit à la frontière, peut-être même à l'intérieur. Et là aussi, il va falloir de l'énergie. Donc, le Niger se positionne avec cette raffinerie qui va faire un grand bien pour l'intégration des pays de l'AES qui va, donc, je suis persuadé, le nombre de pays va s'étendre. Je pense que le Tchad va quitter la CEMAC avant 5 ans et va rejoindre l'AES. Ça, je suis persuadé. Et que même la Guinée, si Doumbouya règle les problèmes d'élection et devient président et enlève l'uniforme, très rapidement, ils vont commencer à ouvrir les discussions sur la perspective d'élargir l'AES. De la même manière, si Kémy Séba est candidat au Bénin et gagne les élections, vous verrez, il y aura beaucoup de changements. Même le Niger, rien n'est joué de toute façon. Hein, c'est pour ça que la CEDEAO s'empresse de dire, nous en 2027, on abandonne le CFA parce que s'il reste là à s'amuser, il risque de se réveiller quand cette CEDEAO-là sera peut-être 6 ou 5 pays et ce sera plus pareil. Donc, le GPL. Ensuite, il y a la possibilité de produire le goudron avec un complexe pétrochimique, de produire le goudron, ce que nous appelons le goudron, ce qu'on appelle le bitume. Ça veut dire que c'est une substance qui est utilisée pour mélanger au gravier pour produire les routes. Quand vous vivez aux États-Unis, vous allez même, c'est-à-dire que quelqu'un vous invite dans un petit village. Il y a la route bitumée jusque devant sa porte et sa maison, sa concession est à 1 kilomètre de la route. Donc, quand vous entrez chez lui, vous voyez que même dans son ranch là, la maison est encore bitumée jusqu'à devant sa porte. Chez nous, impossibilité de bitumer les routes. Pourquoi? Parce que beaucoup de pays qui possèdent le pétrole n'ont cessé de vendre le pétrole brut, comme le Cameroun, vendu le pétrole brut, n'ont jamais rien fait pour disposer d'une raffinerie, par exemple, qui nous permettrait de produire le goudron. Ce qui fait que quand il faut bitumer une route, les coûts sont exorbitants parce que les facteurs, ce qu'on appelle les outputs, sont extrêmement chers. Donc, il faut acheter, il faut transporter jusque dans les ménages. Avec la raffinerie du Niger,
avec complexe pétrochimique, ils vont produire le bitume. Ça, c'est important. Ça veut dire que très rapidement, ils vont pouvoir bitumer les routes à un prix qui est faible. Parce qu'à partir du moment où vous avez la maîtrise du ciment, vous avez la maîtrise du fer à béton, vous avez la maîtrise de la pierre, donc en faisant le concassage de pierre, vous avez la maîtrise du bitume, donc vous mélangez à la pierre pour bitumer les routes. À partir de ce moment-là, vous pouvez construire les infrastructures très rapidement. C'est-à-dire qu'une autoroute qui va aller peut-être de N'Djamena, va faire Niamey, va faire Ouagadougou, va faire Bamako et va s'arrêter à Conakry. Il va même prendre un embranchement Conakry pour aller jusqu'à Dakar. Parce que le fournisseur de l'output, vous n'aurez pas besoin de chercher les devises. C'est pour ça qu'on va faire des prêts au Fonds monétaire ou à la Banque mondiale. Parce que les outputs seront produits dans la devise locale. Ça, c'est important. Je pense que les gens ne le voient pas, mais au fur et à mesure, parce qu'il faut du temps que les politiques se mettent en place, il faut que la raffinerie soit construite, il faut qu'elle commence à fonctionner pour que vous voyez ce qu'on peut faire avec. Mais nous, on peut anticiper ça dans la réflexion. Hein, c'est important. Autre chose, une raffinerie comme ça, c'est le fait que la raffinerie aura un complexe pétrochimique. La pétrochimie, c'est quoi? La pétrochimie, c'est la fabrication des produits dérivés du pétrole. Dérivés du pétrole. Hein? Les produits qui sortent du pétrole, ouais, le pétrole, le carburant, le super, le gazole, etc. Mais dérivés du pétrole, mais qui ne sont pas des hydrocarbures. Ils ne sont pas des hydrocarbures. Je prends un exemple. Quand vous achetez la peinture est fabriquée à partir de ce qu'on appelle les surfactants. Les surfactants, c'est de la pétrochimie, c'est dérivé du pétrole. La peinture, toutes les peintures d'ailleurs, c'est fabriqué à partir de surfactants, peinture, vernis, anti-rouille, etc., etc., etc. C'est fabriqué à partir de surfactants. Je prends un exemple. Quand vous achetez la teinture qui permet de teindre les vêtements comme ça c'est du coton. Et puis après, on achète une teinture qu'on utilise dans les sociétés de textiles pour teindre le coton en fonction des motifs que les designers ont dessinés. Cette teinture-là est dérivée du pétrole. Ça, il faut le savoir. C'est une dérivée du pétrole, hein, par exemple. Quand vous achetez les détergents, donc le savon pour laver le sol, le savon en poudre, le savon pour laver le sol, etc., etc., ça dérive des polymères qui sont issus de l'industrie pétrochimique. Ça vient du pétrole, que ce soit le savon liquide ou le savon en poudre. Ça, il faut le savoir. Quand vous achetez les fertilisants, c'est-à-dire que les engrais pour les sols, ces engrais sont la base de l'engrais, c'est à plus de 50%, c'est l'urée. L'urée, c'est un dérivé du pétrole. Ça, il faut le savoir aussi. Hein? Vous combinez avec les phosphates vous formulez en fonction de la typologie des sols, c'est l'urée. Ça, c'est un dérivé du pétrole. Ça, il faut le savoir. La liste est longue, hein. Quand vous buvez les sodas, là, donc les sodas orange, etc., etc., c'est fabriqué à partir d'une poudre qui est un dérivé du pétrole, par exemple. Quand vous asseyez dans votre salon, vous êtes confortablement assis avec la mousse qui vous baisse le dos. La mousse qui vous baisse le dos, là, etc., c'est un dérivé du pétrole. Quand vous achetez les seaux en plastique, les chaussures en plastique, etc., ce sont des dérivés du pétrole. Ça, il faut le savoir. Donc, je peux allonger la liste. Il y a près de, je crois, le catalogue que je regardais, il y a près de 97 à 100 produits qui sont directement dérivés du pétrole. C'est pour ça que j'ai dit que cette raffinerie sera la base industrielle du Niger. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où le Niger va raffiner son pétrole, il va aussi fabriquer ce qu'on appelle les produits chimiques fins. J'ai évolué dans ma carrière avant d'arriver aux États-Unis dans l'univers de la chimie. C'est un univers que je connais parfaitement. Donc, tous les grands acteurs, la Défense à Paris, Copsy, Clarion, Brentag, Lambert Rivière, tous ces gens, je les connais, je les ai connus, j'ai travaillé avec eux. Et je peux vous dire une chose, moi j'ai souvent été frustré. Souvent été frustré parce que je voyais comment les Copsy, les Lambert Rivière, tout ça, importaient ces produits de la pétrochimie de Chine pour leur pays. Et je voyais le numéro 1 dans cette affaire, ce qui m'a surtout gêné, c'est Clarion, c'est un Suisse. Or, la Suisse n'a pas de pétrole. Je ne sais même pas si la Suisse a une raffinerie. Mais le numéro 1 de ces produits-là, les surfactants pour les peintures, tous les industriels africains, là, ils achètent ça chez Clarion, en Suisse. Les fabricants de soda, de top pamplemousse, ananas, tout ce que vous voulez là, les fabricants de tissus,
l'Espagne, tout ça, ils s'approvisionnent chez Clarion. Et à aucun moment, les dirigeants africains ne se disent, Clarion n'a pas, les Suisses n'ont pas d'usine. Mais comment ça se fait que c'est les Suisses qui approvisionnent tout le continent? Ils ne produisent pas le pétrole. Et nous produisons le pétrole. En fait, c'est parce que les grands traders sont en Suisse, donc les Suisses achètent, raffinent, font de la pétrochimie et revendent aux Africains. Et après, on est surpris que la Suisse soit riche quand les Africains sont pauvres. Donc, dans le contexte d'une raffinerie comme celle-là, qu'est-ce qui va se passer? Ben, il va se passer que désormais, le Niger, pour tous les produits que je vous ai cités là, les teintures, les détergents, la mousse, la plasturgie, les sodas, la peinture, le bitume, les vernis, etc., etc., etc. Pour toutes ces choses-là, désormais, la matière première qu'on appelle la chimie de base, la chimie fine de base, sera produite au Niger. C'est pour ça que je parle de base industrielle, parce qu'à partir du moment où le Niger va produire tout ça sur son territoire, c'est une évidence que la première commercialisation sera faite au Niger, au Burkina Faso, au Mali, où vous allez voir arriver des unités de peinture, des unités de vernis, des unités d'anti-rouille, le coton du Burkina Faso, le coton du Mali. Vous allez voir arriver des grandes industries qui vont commencer à imprimer les tissus en 100% coton et il y aura beaucoup de confection. Ça va générer une industrie dans le textile, dans la peinture, dans la construction, dans l'alimentaire, etc., dans les fertilisants, etc., 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 etc. Donc, ça va permettre d'asseoir une base industrielle. Parce que la matière première, vous industriels, vous n'avez plus besoin pour fabriquer la peinture d'aller à la banque, faire une lettre de crédit documentaire pour faire venir le surfactant depuis la Chine. Non. Vous allez l'acheter directement au Niger, à la raffinerie. Vous faites un chèque en CFA, la raffinerie prend votre pétrole en CFA, le transforme sur la raffinerie en CFA, produit des surfactants pour la peinture, vous commandez les surfactants pour la peinture à l'usine, vous fabriquez la peinture au Niger en CFA et vous l'exportez au Nigeria, vous l'exportez au Tchad, vous l'exportez au Bénin, vous l'exportez au Togo, vous l'exportez au Sénégal, vous l'exportez en Tunisie, vous l'exportez en Algérie, vous l'exportez au Maroc, vous l'exportez au Soudan, vous l'exportez partout. Ça va être un game changer. Ce qui est valable pour la peinture sera pareil pour le vêtement. Ce sera pareil pour les mousses. Ça veut dire qu'on a vu le salon de l'artisanat du Niger. On a vu les meubles que les gens fabriquent. Mais on voit bien que ces meubles-là, ils n'ont pas assez de mousse. Mais quand ils auront assez de mousse, la mousse, parce que la mousse sera produite à partir de la matière première qui découle de la matière première qui découle de la complexe pétrochimie, le Niger va certainement être un des grands producteurs de salons en cuir. Parce qu'ils auront la mousse dure, pas la mousse tendre, la dure. Ce qu'on fait dans les... J'ai un salon en cuir. Quand je touche là, vous avez, c'est un salon en cuir. Donc, vous avez la mousse dure. Donc, quand ils vont mettre la mousse dure là, etc., les matelas, des choses comme ça là, ils vont commencer à produire. Donc, ils auront la matière première pour lancer l'industrie chimique sur leur territoire. Ça, c'est important de le dire. Et ils auront la matière première pour lancer les industries chimiques. Donc, ils vont démarrer les industries. Quel est l'impact sur l'économie? L'impact sur l'économie, c'est qu'avant, on importait la matière première, le pétrole. Le pétrole va devenir maintenant la matière première pour l'industrie de raffinage. Quelle industrie de raffinage va générer encore ce qu'on appelle des sous-produits qui vont devenir des consommations intermédiaires. Ça veut dire que des consommations intermédiaires pour la raffinerie, c'est que à partir de la matière première, on extrait encore un produit qui va permettre de fabriquer les produits pétrochimiques. Et les produits pétrochimiques étant transformés sur place vont encore devenir la matière première ou des consommations intermédiaires pour l'industrie locale. Ça veut dire que désormais, là où on avait une couche exploration, raffinage, vente, on aura désormais exploration, raffinage et à chaque degré de transformation, ça va approvisionner plusieurs industries. Ça veut dire qu'on part de pétrole, on fabrique des sous-produits, on débouche sur des surfactants, on fabrique des peintures et on les formule les peintures avec les teintures dans les magasins, etc., etc. Ça crée plusieurs niveaux de taxation pour l'État. C'est ce que vous voyez ici aux États-Unis. Quand le soja part des champs,
Ça peut créer 15 niveaux de taxation pour l'État. L'État prend les impôts à tous les niveaux, à tous les niveaux, à tous les niveaux. Ce qui fait que l'État ne taxe pas beaucoup les gens avec des impôts, ne les asphyxie pas et le niveau de prélèvement est assez élevé parce qu'il y a une activité économique. C'est la même chose dans le contexte du Niger. Il y aura ce qu'on appelle des consommations intermédiaires. Et les consommations intermédiaires, ça veut dire qu'à chaque niveau, quand on transforme les consommations intermédiaires, on crée la valeur ajoutée. Consommation intermédiaire, c'est pour les usines. On crée la valeur ajoutée. Et l'État crée l'État. Ça veut dire que l'État va s'enrichir. Parce qu'on peut partir d'un baril de pétrole à 100 et créer une richesse à 100 dollars et créer la richesse qui vaut 100 000 dollars. Parce qu'il y a divers niveaux. Ça, c'est important. Ça aura aussi un impact sur l'économie parce que désormais, la valeur ajoutée sera créée sur place à terme de produits finis ou semi-finis. Et les produits semi-finis seront transformés sur place et les produits finis qui arrivent en bout de chaîne pourront être exportés vers les pays étrangers. Ça va aussi favoriser les investissements directs étrangers. Parce que, par exemple, si vous me dites peinture, on a déjà des projets ici. Mais où est-ce que vous trouvez, quand vous pensez, bon, je vais aller m'installer au Niger, produire la peinture pour vendre au Sahel, vous dites, bon, il faut arriver, il faut passer par le Togo, après il faut transporter par camion pour arriver jusqu'à une zone industrielle à Niamey. Ok, mais dans le contexte présent, à partir du moment où le Niger va avoir une raffinerie avec un contexte pétrochimique, vous comprenez bien qu'il y aura une disponibilité des surfactants au Niger. Et à partir de ce moment, c'est facile de convaincre vos partenaires aux États-Unis en disant allons nous installer au Niger parce qu'on a déjà les surfactants sur place. Nous avons tout le savoir-faire ici, en avance. Nous avons, je ne sais pas, 3 siècles d'avance. Si on s'installe là-bas, on commence à produire, on est très loin devant la concurrence. On a un modèle économique et on peut servir le consommateur nigérien à un prix qui est tellement compétitif qu'il est impossible de faire venir les produits d'Asie, par exemple. Et on peut arroser tout le marché d'Afrique de l'Ouest, d'Afrique centrale et la zone sahélo-sahélienne. Ça, c'est important. C'est un game changer. C'est ce qu'on appelle un avantage concurrentiel. Deuxième chose, enfin, il y aura ce qu'on appelle la création de richesses à l'intérieur du pays. Ça veut dire que quoi? Quand des gens créent la valeur ajoutée, quand on l'amène dans le secteur marchand, on l'appelle la valeur monétaire. La valeur monétaire, ça veut dire que si vous avez pour 3 milliards de stock de tissus teintés dans un magasin, c'est de la valeur monétaire parce qu'à partir du moment où vous la vendez, hein, c'est que ça devient une créance et à partir du moment où le client paye, ça devient du cash que vous avez empoché. C'est la valeur monétaire, vous le déposez sur un compte bancaire. Ça veut dire, en d'autres termes, qu'il y aura beaucoup de valeurs ajoutées qui seront créées, transformées en valeur monétaire. Et si, comme je vois les gouvernements dans les pays de l'Ouest commencent à prendre des mesures pour éviter que les gens qui créent les banques viennent là faire n'importe quoi, sortir les capitaux chez nous pour aller spéculer dans les marchés dérivés. Je ne veux pas dire trop de choses là parce que franchement, je travaille dans le secteur, souvent ça me rend malade. Vous voyez un pays d'Afrique, peut-être à l'époque où le Tchad a vendu le pétrole, on vient, on trompe Idriss Déby, on dit fonds pour les générations futures. On déplace près de 2000, de 1000 milliards pour aller mettre dans des banques européennes. Ils prennent ça pour financer leurs entreprises. Dans le cas du Niger, si l'argent reste sur le territoire du Niger, la conséquence est qu'il y aura une disponibilité abondante de capitaux pour financer d'autres acteurs de l'économie. Ça peut être les gens qui veulent gagner un marché pour construire des routes. Ça peut être des gens qui veulent gagner un marché pour construire des écoles. Ça peut être des gens qui veulent investir dans l'immobilier de bureau ou l'immobilier d'habitat. Ça peut être des gens qui veulent investir dans l'agriculture et d'autres fonds. Deuxièmement, des entreprises étrangères qui viennent s'installer dans un pays comme le Niger, le gouvernement nigérien peut faire un deal avec eux. Par exemple, Isma Group, là, en disant, bon, écoutez, vous êtes Isma Group, peut-être chaque année, vous faites des bénéfices de 30 milliards de francs. L'État nigérien peut dire, bon, les 30 milliards, vous gardez 10 milliards en réserve, vous les gardez en réserve, vous les déposez dans les banques nigériennes. Si ça flotte là pendant 5 ans, quand vous les retirez, je ne vous taxe pas. Ça, parce que quand c'est déposé dans les banques vont les utiliser soit pour prêter à l'État, soit pour prêter à des collectivités locales, soit pour prêter à des entrepreneurs nigériens. Première chose. Deuxième chose, ils peuvent dire, bon, vous distribuez 10 milliards de dividendes à vos actionnaires. Évidemment, je taxe. Je m'arrange, je vous taxe à 10% ou à 12,5% parce que vous avez gardé une partie dans le pays. Et l'autre partie, 10 milliards de francs, l'État du Niger peut dire, bon, monsieur Zimmer Group, si vous, par exemple, vous créez un fonds, une société civile immobilière et que vous mettez les 10 milliards à l'intérieur,
et que vous empruntez 20 milliards parce que vous avez des actifs au Niger, vous empruntez 20 milliards, c'est indiqué à 5 banques nigériennes, 4 milliards, vous empruntez cet argent parce que c'est l'argent que les industriels travaillent, gagnent beaucoup d'argent, déposent dans les banques. Donc, vous empruntez ça, 10 milliards, 20 milliards par exemple, c'est indiqué en 5 banques. Et vous investissez dans le logement, par exemple. Vous faites des logements en matériaux locaux, vous donnez des contrats aux industriels nigériens et aux sociétés de construction nigériennes. Ils construisent 10 logements ils construisent des logements à 10 millions. Donc, s'il y a, par exemple, 30 milliards sur la table, ça fait 3000 logements. Les 3000 logements, vous les vendez à la diaspora nigérienne, vous les vendez à des ménages nigériens, la classe moyenne, etc., etc. Donc, à la fin du processus, je ne vous taxe pas. Si vous avez investi 10 milliards, vous avez produit des logements, 3000 logements que vous vendez à, par exemple, à 15 millions. Ça fait 45 milliards. 45 milliards, vous allez rembourser les banques. 20 milliards avec les intérêts, peut-être 22 milliards sur 45. Il manque 23. 23, vous avez les charges que vous avez à couvrir. Peut-être ça fait 8 milliards. On enlève sur 23, il reste 15. Donc 15 milliards, là, vous avez une plus-value de 5 milliards de francs. Vous avez un bénéfice net de 5 milliards de francs. Je ne vous taxe pas sur le bénéfice net. Donc, les 15 milliards, vous pouvez partir avec. Vous pouvez les rapatrier chez vous. Mais la conséquence, c'est qu'on joint l'outil à l'agréable. L'argent travaille. On a une raffinerie que vos investisseurs étrangers ont construit. On a des gains qu'ils font. Une partie reste en réserve. Une partie est distribuée aux actionnaires pour qu'ils aient le sourire. Une partie travaille dans le pays en créant de la demande pour les petites PME pour qu'elles travaillent et en mettant à la disposition du logement pour éviter qu'il y ait l'inflation sur les trucs locatifs. Donc, vous voyez, il y aura la possibilité. Ce que je vous dis pour le bâtiment, on peut faire la même chose, par exemple, pour l'agriculture. Je n'ai pas le temps pour tout développer. On peut faire la même chose pour l'agriculture. On peut faire la même chose pour les nouvelles technologies, par exemple, les TIC, etc. Donc, il y aura énormément de possibilités pour l'État du Nigeria, pour l'État du Niger, pour qu'il fasse un large potentiel de choses. Donc, c'est pour montrer l'impact sur l'économie. Je me résume. La consommation intermédiaire dans le pétrole va créer plusieurs niveaux de transformation. Ce pétrole-là, à chaque étape, ça va devenir des consommations intermédiaires et non plus des produits finis. Donc, ça veut dire que des matières premières pour l'industrie qui est en haut, etc., etc. On prend le pétrole, matière première, on le raffine, ça sort des sous-produits, on envoie à la pétrochimie. Donc, ça devient la matière première pour la pétrochimie, qui sort des surfactants, qu'on envoie à la société de peinture. La société de peinture fait la peinture, elle envoie aux formulateurs et vendeurs, etc. Ça crée à plusieurs niveaux de richesse. Deuxième chose, vous avez l'argent qui coule dans le pays. Troisième chose, vous produisez des produits que vous n'importez plus. Donc, vous augmentez vos réserves. Vous exportez, donc en dollars, en euros, en yens, tout ce que vous voulez, vous augmentez vos réserves. Vous faites circuler l'argent à l'intérieur de votre pays. Ça augmente la taille et le bilan des banques et ça permet que les banques puissent commencer à être des acteurs importants sur le marché africain. C'est l'industrialisation au Nigeria qui fait que vous voyez les banques comme les UBA qui ont beaucoup d'argent, qui commencent à sortir pour créer des filiales ailleurs. Donc vous allez voir ça aussi de la part d'un pays comme le Niger. Enfin, vous voyez comment un pays comme le Niger arrive avec ce système-là, comme je vous ai dit, il y a la possibilité avec l'État de faire que les profits qui sont engrangés dans le pays soient utilisés pour développer des secteurs comme l'agriculture, pour développer les secteurs comme c'est les deals qu'on fait et on fait voter à l'Assemblée nationale, on met dans les droits de finances. Si vous voulez, si vous le souhaitez, vous en faites la demande là, en laissant le commentaire. On fera encore un autre direct pour vous expliquer comment ça se passe. Mais dans tous les cas, on est en contact avec les autorités nigérianes. S'ils souhaitent savoir les détails, on se fera un plaisir de le leur dire. Donc voilà, j'ai terminé ma vidéo là. C'était au pas de course, ça passe vite. Franchement, j'arrive pas à croire que bientôt 40 minutes sont passées comme ça là, alors qu'on n'a même pas, on n'a rien dit du tout. Voilà. Je vous remercie, je vous souhaite à tous et à tous de passer une agréable semaine. Prenez soin de vous et abonnez-vous à notre chaîne. Invitez vos amis à s'abonner. Mettez un like sur la vidéo, c'est pour nous encourager. C'est pour que YouTube la recommande au maximum de personnes. Partagez-la sur votre mur. Invitez vos amis à s'abonner sur notre chaîne et surtout, vous-même, essayez de souscrire au membership pour encourager le développement de notre chaîne. Prenez soin de vous. Bye.